Yo. Non mais tu te fous de ma gueule. Mais c'est pas possible. Non, 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 c'est mort. Qu'est-ce que tu fous? Ma fière, s'il te plaît. Bon bah ça date encore. Je vais pas le dire à chaque fois parce que bah on a capté. Je reviens du coup après je pense un mois. Mais bref, j'ai eu une petite panne de lecture, ce qui arrive, donc j'ai pas lu énormément. Puis il s'avère que j'ai quand même fait de chouettes lectures dernièrement, donc puis je me suis dit que ce serait du coup sympa si j'arrivais à trouver le temps de prendre un peu de temps, ou du moins à prendre le temps de trouver un petit peu de temps. Waouh, ça c'est de l'intro vraiment de qualité. Et je vais commencer tout de suite par le premier livre que j'ai lu entre la dernière vidéo et aujourd'hui, et c'est sans surprise parce que j'en avais déjà parlé. On va faire comme s'il n'était pas là, parce que sinon vraiment ça va être très très long. C'est du coup Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, que j'ai moi ici dans une très vieille édition du livre de poche. C'est vrai que moi j'ai un petit faible pour ces éditions un peu vieillottes là, je les trouve pas hyper agréables à lire honnêtement, mais je sais pas, je trouve qu'elles ont un petit charme. Bref, on s'éparpille. Les Hauts de Hurlevent, c'est donc le premier roman d'Émilie Brontë. C'est un roman gothique, c'est un roman sombre, c'est un roman où on rencontre toute la noirceur de l'être humain, qui parle de la passion, de l'amour, de la destruction. C'est très intense. Et j'avais trop envie de découvrir cette œuvre et vraiment je ne suis pas déçue. Parce que oui, voilà, c'est ce que j'attends d'un roman gothique, d'un roman qui se passe dans les Landes du Yorkshire, avec cette brume, cette atmosphère pesante, ces vents violents qui balayent tout et qui sont à l'image en fait des tornades de sentiments. Putain, c'est beau, madame! Je vais quand même un peu t'expliquer de quoi ça parle, même si c'est un roman extrêmement connu, histoire qu'on pose quand même un petit peu les bases. On va faire la rencontre dès le début du roman de Monsieur Lockwood, qui arrive dans le pays, qui arrive au haut de Hurlevent, qui est contraint de rester au lit. Alors, je crois qu'il tombe malade, enfin je sais plus trop, mais peu importe, c'est vraiment pas le plus important, mais il est contraint de rester au lit. Et alors il va demander à la gouvernante de la maison, qui est toujours là, qui est une vieille dame qui s'appelle Nelly Dean, du coup de parler des habitants de cette maison. Et Nelly va commencer à raconter leur histoire, tout ce qu'il s'est passé, et on va donc suivre l'histoire de la famille Earnshaw principalement. L'histoire commence avec le père, donc Monsieur Earnshaw, qui va ramener un gamin abandonné à la maison qui s'appelle Heathcliff. Ça ne va pas du tout ravir son fils, qui va prendre le jeune Heathcliff un peu en grippe et qui va le prendre quasiment comme son souffre-douleur. Il va être d'une grande cruauté avec lui. A contrario, Heathcliff et Catherine, donc la fille de Monsieur Earnshaw, vont développer une relation très particulière, une passion extrêmement intense qui va devenir complètement destructrice en fait. Catherine, en grandissant, va finir par épouser Edgar, qui est le fils d'une famille voisine, et va naître du coup une haine absolument incommensurable chez Heathcliff, une haine de la famille Earnshaw, une haine de ce frère qui l'a complètement méprisé, une haine presque aussi dévorante que l'amour qu'il a pour Catherine de l'avoir abandonnée, d'en avoir épousé un autre, et bien évidemment une haine complètement destructrice envers Edgar, donc le mari de Catherine. Et on va rentrer dans ce climat qui était déjà très lourd et très pesant, mais qui va s'intensifier, où on va être en permanence entre ces envies de vengeance, cet amour encore une fois déchirant, qui est totalement réciproque, mais qui ne peut pas vivre quasiment, même si il est là aux yeux de tout le monde. Heathcliff va devenir un monstre. Il est d'une cruauté, d'une méchanceté profonde. Il est tellement animé et consumé par sa haine, son envie de vengeance, son besoin de faire souffrir, qu'il va vraiment construire sa vie uniquement dans ce but-là, de faire du mal, de briser en fait ceux qui l'ont dans un sens brisé lui. C'est extrêmement intéressant dans la description et dans la construction des personnages. Je trouve que tous les personnages sont tellement, mais alors tellement bien ficelés. Et au-delà de ça, moi j'ai été complètement fascinée par
par le personnage de Heathcliff qui est détestable. Enfin vraiment, on a une antipathie profonde pour cet homme et en même temps, on ne peut pas s'empêcher que d'avoir une sorte de pitié. J'aime cette complexité de l'humain, j'aime cette noirceur, j'aime qu'on nous montre les causes, les conséquences de la maltraitance, de l'humiliation, du rejet et puis cet homme qui choisit volontairement de faire du mal. C'est extrêmement violent comme roman, c'est extrêmement... c'est très noir, encore une fois. Et la manière dont est dépeint cette noirceur et cette cruauté humaine, elle est absolument incroyable. Et moi, j'adore ces personnages que je déteste, pour qui j'ai une profonde antipathie et qui pour autant me troublent. Je trouve ça brillant. Je vais te lire quelques petits passages pour que tu puisses un peu t'imprégner de la plume de cette grande dame et de l'atmosphère du roman, tout simplement. Ce n'est pas plus mon affaire d'épouser Edgar Linton que d'être au ciel. Et si l'individu pervers qui est ici n'avait pas ainsi dégradé Heathcliff, je n'y aurais jamais songé. Ce serait me dégrader moi-même, maintenant, que d'épouser Heathcliff. Aussi, ne sera-t-il jamais comme je l'aime? Et cela non parce qu'il est beau, Nelly, mais parce qu'il est plus moi-même que je ne le suis. De quoi que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles. Voilà, je pense que tout est dit et lisez-le. Vraiment, vraiment, lisez-le. Ensuite, j'ai lu Le Loup mongol. Alors, je sais pas, avec la lumière, si tu vas voir quoi que ce soit, je pense pas. J'ai donc lu Le Loup mongol de Homéric, que j'ai ici aux éditions Grasset. C'est donc un roman écrit par Homéric. Homéric qui est, il me semble, ancien jockey et journaliste équestre, et qui est donc aussi écrivain. Dans ce roman, il nous invite à faire la rencontre de Temujin, qui est un jeune cavalier mongol et qui va devenir, près de 20 ans plus tard, Gengis Khan, le plus grand khan du plus grand empire mongol. Et on va suivre toute cette histoire à travers le regard de Borchu, qui est un jeune homme du même âge que Temujin quand il le rencontre. Ils vont se lier d'une amitié très profonde, ils vont devenir quasiment des frères. Et donc c'est à travers la parole de Borchu qu'on va suivre le chemin et la route du futur Gengis Khan, de comment il va partir à la conquête de ces steppes mongoles du XIIe siècle pour réunir les différents clans et créer le plus grand empire mongol qui ait existé. Et que dire sur ce livre? Comme je te l'ai dit, on est au XIIe siècle, on est chez les Mongols et on est donc confronté à de la violence, de la cruauté décrite de manière extrêmement crue parfois, qui moi perso ont tendance à un peu me titiller. Ici on a un petit cœur sensible et on est très vite un peu heurté par les choses, mais c'est la réalité de cette époque et je trouve qu'en ce sens Homéric a vraiment très bien amené son récit parce que la plume est très particulière, on est sur quelque chose de très poétique dans les descriptions par exemple de la nature qui les entoure, dans la relation qu'ont ces hommes avec leurs chevaux, principalement Borchu avec son cheval. C'est absolument extraordinaire comme relation. C'est la prolongation de son être, c'est la prolongation de son âme. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement puissant quoi, dans ces relations. Et donc on a, tu vois, tout ce côté comme ça, très beau, très prenant, qui est contrebalancé par des mots parfois très bruts, parfois très crus, pour raconter des scènes très violentes. Et le contraste est extrêmement intéressant. C'était vraiment un roman extrêmement puissant. J'ai des scènes gravées en tête qui, je pense, vont le rester pendant très longtemps. C'est, encore une fois, je maintiens très très intéressant. Moi qui, très honnêtement, n'en ai pas grand-chose à faire, là comme ça, à première vue, de l'Empire mongol, j'ai trouvé ça passionnant. Et j'ai été encore une fois passionnée par les personnages, leur façon de penser, leur façon de voir le monde. Et je me souviens avoir lu un commentaire, il me semble sur Babelio, genre, qui disait que Homéric, dans une autre vie, n'avait pu être que mongol pour parler de cette manière-là des Mongols. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vrai qu'on y est, quoi. On y est du début à la fin. Et c'est très puissant. Vraiment, c'est le mot que j'ai marqué. En gros, genre dans mes notes de lecture, j'ai mis puissant et contraste. Et c'est vraiment les choses qui en ressortent. Et alors, petite mention spéciale pour l'introduction, parce que moi, j'adore les romans qui ont des introductions un peu particulières ou du moins qui me mettent tout de suite dans l'ambiance. Il y a
pour moi l'une des plus belles introductions de tous les temps, qui est l'introduction de Léon l'Africain d'Amin Maalouf, qui, je crois, fait genre 3 pages et qui est mais sublime, que je relis encore aujourd'hui de temps en temps juste parce que ça me... oui, monsieur. Et là, l'introduction du loup mongol de Homeric m'a fait cet effet. Je vais essayer de t'en lire quelques extraits. Mon nom est Borchou. Mes os sont très vieux. Je suis parvenue aux ultimes lueurs de mon existence. Lentement, je tourne sur mes pieds usés et m'abreuve de ce qui, depuis toujours, est ma terre, la Mongolie. Un océan d'herbes qui danse et se tord sous les vents. Autour de moi, ce vent gifle les rochers et plie les arbres. Tout est en ordre. Je peux maintenant m'étendre. Il me faut d'abord ôter mes habits de vieillard. Nu, c'est ainsi que le ciel me veut. Que les charognards se nourrissent de mes lambeaux, les dispersent aux 4 vents, qu'importe. Mon sang va se figer à jamais, et mes os imprégner la terre puis se fondre dans l'humus. Mon corps est glacé, mais il bouillonne de 1000 chevauchés, prêt à revivre dans le souvenir. Je puis maintenant te narrer mon aventure aux côtés de Gengis Khan. J'avais 16 ans, un corps parfait, et une formidable envie de détruire. Voilà, je pense que ça t'a un peu posé le truc, et j'espère que ça t'a donné envie de découvrir ce livre. Et encore une très belle découverte. Merci mère. Finalement, tu sais quoi, je me dis que c'est pas plus mal que j'ai pas lu plus de livres que ça, parce que si à chaque fois, de toute façon, je mets 20 minutes à te parler d'un livre, heureusement, au final. Le 3e et dernier roman que j'ai lu dernièrement, c'est L'Enfant et la rivière de Henri Bosco, que je n'ai pas là parce que du coup, je l'ai prêté à ma mère encore une fois. Et du coup, tu vois, après ces 2 romans qui ont été très très intenses, ça m'a fait un bien fou de lire L'Enfant et la rivière parce que qu'est-ce que c'était joli. C'était pas pour autant dénué de profondeur, c'était ô combien rempli de sens et c'était un moment très très agréable. C'est un tout petit roman qui fait genre 200 pages. Donc L'Enfant et la rivière, qu'est-ce que c'est l'histoire de Pascalet qui est un petit garçon, je crois qu'il a genre entre 9 et 12 ans, je sais plus exactement l'âge qu'il a, mais bon, c'est un jeune garçon qui vit en Provence, dans un petit village, et qui vit non loin d'une grande rivière. Depuis tout petit, ses parents lui défendent de s'en approcher parce que c'est dangereux, parce qu'il pourrait se noyer, parce que bref, la rivière... Donc Pascalet n'a pas le droit d'y aller, et naturellement, naît en lui une énorme curiosité, nourrie par une fascination complètement débordante pour cette entité-là qu'est cette rivière, et qui ne fait que grandir à chaque visite de, comment il s'appelle, de Bargabo, qui est un braconnier et qui vient de temps en temps chez la famille de Pascalet pour apporter des poissons, enfin vendre ses poissons. Et un jour où ses parents ne sont pas là, Pascalet est seul avec sa tante, je crois sa grande tante. Il part de la maison, il court, il va rejoindre cette rivière, il est pris dans une frénésie incroyable, une envie de liberté. Cette rivière représente pour lui la vie, quoi, et c'est vraiment, il va la chercher, il monte sur une barque et en fait il dérive. C'est pas ouf amené comme ça, mais c'est un peu une histoire de dérive et de cet enfant qui va se laisser malgré lui porter par cette rivière et ses rencontres. Et bref, Pascalet donc dérive, il finit par tomber sur une petite île, enfin un îlot, une autre berge en tout cas. Il fait la rencontre d'un autre petit garçon, Gazzo, qui est très spécial, pas forcément très sympathique, qui lui est un enfant de la rivière, qui la connaît par cœur, il sait pas vraiment d'où vient ce petit garçon, où sont ses parents, qu'est-ce qu'il fait là, mais ils décident tous les deux de s'enfuir et ils vont vivre comme ça quelque temps sur cette rivière, bercés par ses flots, emmenés par ses courants d'une berge à l'autre. Ils vont donc vivre selon les humeurs de cette nature. C'est une vraie rencontre avec la nature. C'est ce côté simple du regard de l'enfant sur ces choses-là. Alors simple, absolument pas dans le sens simplet. C'est pas une simplicité qui n'amène pas à la réflexion, au questionnement, à la profondeur des ressentis. Enfin, on est complètement dans... Mais c'est une simplicité qui fait du bien. On est au rythme de cette rivière et de ses courants. C'est vraiment moi ce que j'ai ressenti. On a des très belles descriptions de la nature. On sent que Bosco aime sa Provence. Et je t'en dis pas plus parce que ça ne sert à rien. Enfin, mais vraiment, quel joli moment. Et comme je te dis, après les 2 romans que j'avais lus avant, ça m'a fait du bien. Mais du bien de lire quelque chose comme ça. Et je crois que j'ai noté encore des extraits. Est-ce que je vais te faire à chaque fois des petites lectures ? Oui.
absolument. Nos nuits n'étaient qu'un empire d'étoiles. Il en pendait de tous côtés, et l'entrecroisement de leurs branches d'argent étincelait en haut sur l'ombre, tandis que tout autour de nous leurs milliers de feux purs luisaient sur les eaux immobiles. Nous flottions entre deux ciels calmes, hors du temps et de l'espace. Voilà, merci monsieur Bosco, c'était super, tout simplement. Et je vais conclure ce petit moment par 2 mangas que j'ai lus là ces derniers jours. Je vais aller assez vite dessus. À chaque fois, je te dis que je vais aller assez vite et au final, j'ai l'impression que ça dure 10 plombes. Tout d'abord, j'ai continué l'atelier des sorciers. Donc encore une fois, on voit rien. Ici, j'ai donc lu le tome 3. Donc c'est de Kamome Shirahama aux éditions Pika. Où on suit donc toujours la petite Coco qui est apprentie sorcière et à qui il arrive des aventures. Encore une fois, je ne vais pas épiloguer 10 piges sur le sujet parce que c'est une suite. Mais j'aime toujours le dessin, j'aime vraiment beaucoup le système de magie. Je le trouve assez unique, très intelligent. Enfin, vraiment, je trouve le système de magie génial. Et c'est peut-être même un des trucs que je préfère dans ce petit manga. L'intrigue fonctionne, on a envie de savoir, il se passe des choses sans pour autant être dans l'action pour l'action, qui, moi, peut être un truc qui a tendance un peu à me gonfler un petit peu. Enfin, c'est très sympa. C'est pas le manga le plus profond que j'ai lu de ma vie, mais je pense que c'est pas le but. Et puis non, il fonctionne très bien. Pour l'instant, moi, j'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai mal. J'ai donc lu le livre des sorcières de Ebishi Maki, donc le premier volume, édité chez Glénat. J'aime trop cette couverture, genre je la trouve très très cool. La jaquette, parce que dès qu'on enlève la jaquette, moi je trouve ça très chum, mais bon, ça après on s'en fout. C'est un manga historique, alors j'ai un avis un peu mitigé dessus. C'est que le premier volume, c'est une mini-série en 3 tomes, donc je pense que je la lirai de toute façon, parce que j'ai quand même envie de me faire un avis complet dessus et je suis quand même plutôt intriguée. On va suivre du coup Jean Vert, qui est un médecin au XVIe siècle et qui va être appelé dans un duché pour une jeune fille qui aurait soi-disant été attaquée par un loup-garou. On est dans toute la période procès contre les sorcières, chasse aux sorcières, lutte contre l'occultisme et toutes ces, entre gros guillemets, dérives. Enfin, voilà, on est vraiment dans cette atmosphère-là. Donc c'est un médecin qui a vraiment existé, pour le coup, ce que je trouve très cool. Je sais pas à quel point c'est fidèle à la réalité, mais en tout cas, là comme ça, de prime abord, je trouve ça assez stylé. Donc on va suivre ce médecin qui arrive dans ces contrées, qui va essayer de comprendre un peu ce qui s'y passe, et qui va en même temps être perturbé par des flashbacks de son enfance, avec des moments où par exemple il a assisté à la mise à mort d'une jeune fille qui était accusée du coup de sorcellerie. Sa rencontre avec le professeur Cornelius Agrippa qui deviendra son mentor et qui est là aussi un mi-professeur, mi-philosophe, mi-théoricien qui a vraiment existé et dont les sciences se mêlaient un peu à l'occultisme. Enfin voilà, c'est un peu brouillon, mais parce que je trouve qu'il est un petit peu brouillon. Alors, il y a des points positifs et il y a des points négatifs que moi j'ai trouvé dans ce premier volume. Les points positifs, le côté historique. Moi je trouve ça très cool de mettre en avant des personnages historiques ayant réellement existé. L'intrigue est bien construite, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de savoir jusqu'où on est dans la réalité et jusqu'où l'imagination des personnages nourris par la peur impacte cette réalité. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses très intéressantes et il y a plein de choses qui donnent très envie. Après, pour moi, ça a été un peu brouillon, dans le sens où il y a plein de choses qui sont évoquées, il y a beaucoup de flashbacks, où moi il m'a fallu à chaque fois un petit peu de temps pour comprendre de qui on parle, où est-ce qu'on est, qu'est-ce que... Voilà, un peu brouillon pour moi, alors que je trouve qu'il y a des points qui sont pas mal appuyés et c'est intéressant, on sent qu'il y a de la recherche derrière et qu'on parle de sujets qui ont été quand même travaillés. Mais ouais, un peu perdu à la fin de ce premier tome, entre, comme je te dis, l'envie d'en savoir plus et de continuer, et un côté un peu... beaucoup d'infos, quoi. Et beaucoup d'infos un petit peu balancées comme ça en vrac. Il fait aussi mention donc de la peste noire, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, premier tome mitigé, mais je suis curieuse pour la suite. Et ben on a réussi à venir à bout de cette vidéo. J'ai l'impression qu'à chaque fois c'est une épreuve. Ma fille adore, c'est pour ça. Bref, j'espère
que ce petit moment, encore une fois, en ma compagnie, t'a plu. Et merci de m'avoir offert un peu de ton temps pour regarder cette vidéo, ça me fait grand plaisir. Et voilà, sur ces douces paroles, je te laisse, prends soin de toi, et puis bah, à bientôt. Vraiment, le malaise s'empare de ma personne à chaque fois qu'il faut que je conclue une vidéo, c'est terrible.